Dans cette vidéo, je te donne les 13 manières de planter ta boîte à coup sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et on ne compte pas s'arrêter là. Et dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai fait beaucoup d'erreurs et dans cette vidéo, je vais vous partager, je pense, les 13 erreurs les plus obvious que j'ai rencontrées qui, globalement, si je ne les avais pas identifiées rapidement, m'auraient déjà fait planter ma boîte. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner déjà à la chaîne YouTube de Lead Studio ou ma chaîne personnelle Thomas Mouflard pour être tenu au courant des dernières vidéos. Je partage du contenu régulièrement sur Google Ads, Facebook Ads et la génération de prospects en général, sur l'entrepreneuriat également. Et j'ai un podcast insubmersible en solo que vous pouvez retrouver sur Spotify et Apple Podcasts dans lequel je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est dure, et surtout je vous donne des mécanismes et des astuces pour continuer vos projets, ne pas vous arrêter, même dans les moments les plus durs. Et finalement, cette vidéo en fait quelque part partie. Et si elle vous a plu, je ne peux que vous encourager à aller écouter le podcast Insubmersible. Donc, 13 manières de planter votre boîte. Manière numéro 1, de penser que entreprendre ou monter une boîte, c'est un sprint et pas un marathon. On le sait, le mythe de l'entrepreneur qui bosse comme un malade, c'est pas nouveau. Le mythe du burn-out non plus. Et c'est réel. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi burn-out, dont des personnes vraiment très proches qui étaient dans le projet Lead Studio. Le trait commun et le point commun à toutes ces personnes, c'est que globalement, il y a eu des moments où le sprint a pris clairement le dessus sur le marathon et que du coup, ils ont sacrifié beaucoup de choses d'un point de vue santé mentale pour monter leur projet. Et il y a un moment, ça backfire tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est que vous devez toujours être à l'air de à quel moment, en fait, vous êtes en train de monter le curseur dans les tours, de franchir la ligne rouge. Et dès que vous avez globalement le sentiment que vous franchissez la ligne rouge, prendre du recul, baisser l'intensité, prendre du temps parce que globalement, ça va être le meilleur moyen d'exploser. Et monter une boîte, c'est un jeu infini. Ça se fait sur la durée et ne pas écouter des symptômes de fatigue extrême, de perte de motivation, de faire des horaires au dépit de sa vie pro, sa vie perso, de son sommeil, de sa santé de manière générale, c'est le meilleur moyen de vous cramer. Donc surtout, prenez le temps de vous écouter. C'est du gut feeling, il n'y a pas de moyen de savoir si on est en burn-out ou pas, c'est plus prendre le temps de toujours se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui j'agis dans une optique de marathon et non pas de sprint? Est-ce que la manière dont je gère mes semaines aujourd'hui, si je devais le faire toute ma vie, est-ce que globalement, de manière très honnête, j'en creverais dans 2 ans ou est-ce que c'est fine, j'arriverai à tenir? Et si vous faites cet exercice-là sans vous mentir, généralement, vous allez pouvoir trouver à quel moment le curseur est bien aligné et que vous êtes bien dans une logique de marathon et pas de sprint. Numéro 2, privilégier le succès au-delà des connexions. Donc c'est success over connection. Globalement, c'est quoi? C'est tout sacrifier pour le succès. Le succès, c'est quoi? Ça va être généralement le succès monétaire, au détriment de la partie professionnelle. S'il y a bien un truc que tous les entrepreneurs vous diront qui ont réussi, ou les personnes sur leur lit de mort vous diront, c'est que quand ils sont en train de clamser les mecs, à aucun moment il y en a un qui va dire ouais, franchement, j'aurais kiffé plus travailler. Tous ils vont vous dire, moi, globalement, si je devais refaire ma life ou si je devais revivre des moments, ça serait tout le moment où j'étais heureux en groupe, que ce soit avec ma famille, mes proches, mes amis, mes équipes, etc. Et que globalement, parfois c'est vrai dans votre aventure entrepreneuriale, le fait de monter une boîte, vous allez sacrifier des moments entre amis, entre familles, vous allez avoir beaucoup de sacrifices, mais que à aucun moment, globalement, vous devez tout sacrifier au nom du succès. J'écoutais il y a peu un podcast euh, du fondateur, il me semble, de Airbnb, c'est Horowitz, je crois, euh, qui expliquait globalement que quand il avait atteint la quarantaine, il était déprimé parce qu'il avait tout donné pour son projet. Airbnb est un succès, et que globalement, il avait perdu tous ses amis, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, et que ça sonnait creux, quoi. Et il y a un moment où ça backfire tout le temps. Et encore une fois, par rapport au point 1, entreprendre, c'est un marathon et pas un sprint, et que vous devez continuellement vous dire de, ok, dans une optique de marathon, est-ce que tout ce que je sacrifie aujourd'hui d'un point de vue relation humaine me permettra de tenir dans le long terme? Et si c'est pas le cas, sur son lit de mort, est-ce que je regretterai ça vraiment intensément? Et si vous sentez qu'il y a du oui, prenez les bonnes décisions, prenez du recul,
essayez de dégager du temps et passer du temps à vraiment travailler vos connexions. C'est ce qui vous permettra d'éviter de partir en burn-out et de faire exploser votre boîte. Troisième manière de planter sa boîte, c'est de ne pas faire le dirty work. Il y a un moment où évidemment monter une boîte c'est compliqué et pour le coup il faut faire le dirty work. Ce qui fait la différence, je pense, entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent, c'est quand même ceux qui ont la volonté de faire des choses qui sont difficiles et que personne ne fait. C'est Alex Hormozy qui en parle très bien dans une de ses vidéos qui dit globalement, quand lui il a monté acquisition.com, plus il faisait des choses dures, plus pour avoir envie de continuer à les faire, il disait ouais, je sais que ce truc-là, plus je le fais, moins il y a de personnes qui le font et donc ça me permet de me différencier. Et ça, c'est des choses quand même qu'on fait régulièrement chez Lissio, de se dire ok, mais à quel moment en fait on peut aller faire cet extra mile que personne ne va faire dans les campagnes marketing, dans la promotion des offres, dans le marketing, dans le service, etc., qu'on peut rendre à nos clients, dans la production de contenu, qui va nous permettre de nous différencier de la masse. Et souvent, ben ouais, ça va être des choses chiantes. Ça va être typiquement sur Google Ads, ça va être de prendre tous les rapports de termes de recherche et d'exclure les 15 000 mots-clés. Ça va être de continuer à faire des A/B tests. Ça va être globalement de faire cet extra mile sur l'itération des créas. L'analyse, passer 1 heure de plus à analyser globalement les performances des campagnes, de trouver à quel moment vraiment, par critère horaire, par critère d'audience, où est-ce qu'on est vraiment rentable, où est-ce qu'on l'est pas, couper ce qui va pas. Voilà, tous ces trucs-là. Mais pareil après dans la structuration de votre boîte. Je veux dire, tous les trucs chiants, la compta, l'administratif, prendre le temps de déléguer, d'automatiser, de former des gens, tous ces trucs en fait qui, globalement, si vous êtes un peu comme moi, vous avez envie d'entreprendre et créer un cadre processisé, ça vous fait chier. C'est essentiel de le faire parce que sans ça, ben encore une fois, votre boîte va exploser. Donc, quand il y a des tâches qui sont chiantes, mais vous savez que vous devez le faire, essayez de garder en tête que si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un d'autre à côté qui est en train de le faire et il est en train de vous manger. Donc, gardez cette optique-là que plus vous faites des choses qui sont difficiles et du dirty work, plus globalement ça vous permettre à votre boîte de progresser. Alors, après, il y a une frontière évidemment, je mets toujours des garde-fous, hein, qui est que globalement, si vous avez envie de réussir, c'est pas en faisant les factures, la compta et en passant toutes vos matinées à aller récupérer les tickets de caisse pour envoyer ça à votre comptable que vous allez faire évoluer votre boîte. Non, c'est plus de se dire le dirty work, c'est quoi là-dessus? C'est le bon dirty work, c'est globalement comment je mets en place un process pour que tout ça se soit envoyé automatiquement à ma compta, comment est-ce que je peux automatiser ça avec des outils comme Pennylane, Zapier, etc., pour créer un pipeline sur la compta de manière à ce que j'ai plus rien à faire. Ou comment est-ce que font les autres, peut-être avec des assistants virtuels, etc., pour automatiser tout ça et que je fasse pareil. Voilà. Posez-vous les bonnes questions, faites le dirty work et ça vous évitera, encore une fois, de ce que votre boîte est. Partie 4, faire comme si le cash n'était pas important. Dans une optique de Startup Nation, etc., j'ai envie de créer des projets RSE qui ont un impact écologique ou je ne sais quoi. Il y a un moment où on ne peut pas faire semblant que la rentabilité, le business, le cash, c'est pas important. Je veux dire, s'il y a bien une métrique qui est quand même ultra objective sur est-ce que votre boîte elle va survivre demain, c'est que est-ce que vous êtes rentable ou pas. Je suis globalement contre les business models, sauf évidemment dans des très rares cas qui ont besoin d'une injection régulière de cash pour être rentable. Il y en a évidemment qui demandent des infrastructures et des investissements colossaux au départ et qui ont besoin d'avoir des injections de cash régulières pour atteindre une taille critique qui leur permettra d'être rentable. Mais sachez que vous qui m'écoutez, je pense que vous n'êtes peut-être pas dans cette optique-là et qu'il y a un moment, faire comme si le cash n'était pas important, c'est quand même le meilleur moyen de se voiler la face et de se planter. Donc, en tout cas, nous, c'est des valeurs qu'on a chez l'e-studio, c'est que profitability et rentabilité first. Peu importe les contraintes du marché, je veux dire, si on lance des campagnes marketing, elles doivent être rentables le plus vite possible. Et on se posera la question ensuite de comment améliorer peut-être la délivrabilité, les process, la qualité, qu'une fois que déjà on a trouvé un bon sweet spot de rentabilité. Et ça, c'est essentiel parce que en faisant ça, en fait, on sait tout de suite si la boîte elle va survivre. Je veux dire, ne pas être rentable et faire comme si le cash n'était pas important, c'est quand même le meilleur moyen de planter sa boîte à moyen terme. Parce qu'à un moment, vous n'avez plus de thunes, le jeu il s'arrête, quoi. C'est comme Monopoly, hein. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de propriété, vous êtes ruiné, le jeu il s'arrête, vous avez perdu. Entreprendre, c'est un peu comme le Monopoly, hein. Et surtout en France, où globalement l'argent est tabou, vous devez impérativement traquer votre profitabilité, votre marge à tous les instants. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on ne faisait pas régulièrement chez les studios. On a perdu, je pense, beaucoup d'argent à cause de ça. Et que si on avait eu un bien meilleur monitoring de notre marge et d'identifier le plus vite possible quels étaient les canaux qui apportaient vraiment de la rentabilité et de la profitabilité à l'e-studio, on serait peut-être déjà beaucoup plus loin.
évidemment, on est une boîte rentable, mais c'est un exercice qui, plus on le fait, plus on voit à quel point ça nous apporte un edge versus les autres, et puis à quel point ça nous permet de repousser la date de la mort, parce que de toute façon, évidemment, il y a un moment où toutes les boîtes finissent par mourir. Le plus tard possible, évidemment, on l'espère. Mais en tout cas, faire comme si le cash n'était pas important, c'est une des pires erreurs que vous pouvez avoir en tant que fondateur de boîte. Point numéro 5, recruter trop vite. Ça, c'est une des choses que j'aime bien expliquer aussi à mes équipes, et je m'en suis rendu compte, c'est que la cause numéro 1 de mort d'une boîte, en tout cas, je le vois, c'est très rarement à cause de la concurrence ou d'un changement de marché. C'est plus que la boîte explose en interne et principalement à cause de problématiques de recrutement. Des mauvais recrutements, ça va vous coûter très très cher sur le papier, mais surtout, ça va vous ralentir et ça va souvent être une dose de stress et de pollution intense auprès de vos équipes. Et donc, s'il y a bien une chose sur laquelle vous devez faire extrêmement attention, c'est de ne pas recruter trop vite. Et parfois, ça vaut mieux de ne pas recruter et de stagner que de mal recruter. Chez l'e-studio, on teste énormément de médias buyers parce que voilà, on gère des campagnes toute la journée, donc on dépense de l'argent sur Google, Facebook et autres à longueur de journée. On a besoin d'avoir des personnes qui sont extrêmement douées dans ce qu'elles font. Donc évidemment, c'est assez rare et on a besoin de régulièrement tester de nouveaux profils. Et sincèrement, on a testé beaucoup de personnes et aujourd'hui, on en est arrivé à la conclusion que small is beautiful. Pourquoi ? Parce qu'on préfère prendre le temps de recruter vraiment la bonne personne plutôt que dans l'urgence, quand il y a un problème, recruter, aller trop vite et derrière que ce soit un massacre. Donc parfois, il vaut mieux essayer d'automatiser la tâche ou essayer de la combler avec les ressources déjà existantes que de rajouter une nouvelle brique du Lego qui risque de venir pourrir tout le Lego et de tout faire s'effondrer. Donc ça, c'est clairement une des grosses leçons que j'ai retenues de mes années d'entrepreneuriat, c'est que recruter trop vite, dans l'urgence, c'est le meilleur moyen de planter sa boîte. Point numéro 6, pour faire le lien avec l'équipe, c'est mettre au premier plan les clients versus l'équipe. Avoir des clients, c'est souvent être otage de ses clients. On se doit, on dit tout souvent le client est roi, mais parfois les clients, ils vont générer une phase de chaos, ils vont générer du stress par rapport au business que vous avez. Toutes les boîtes gèrent ça et que globalement, quelque chose que j'ai observé, c'est que une des raisons les plus fréquentes d'explosion de vos équipes, c'est quand le stress il vient d'ailleurs, globalement des clients, et que vous mettez d'abord en avant la satisfaction de vos clients versus la satisfaction de vos équipes. Et ça, souvent, c'est le meilleur moyen de faire exploser vos équipes. Ça nous est arrivé des dizaines de fois où globalement, nous, c'est simple, hein, on génère des prospects. Donc parfois, les clients, ils sont en demande de plus de prospects, plus de volumétrie, parce qu'ils ont des plateaux de téléconseillers à nourrir et que quand il n'y a pas de prospects, ils payent des téléconseillers pour rien. Et donc, du coup, ils nous renvoient la balle. Ils disent, ouais, mais il faut que tu pousses sur tes campagnes, il faut que tu augmentes les budgets, etc. Et donc, du coup, ça crée du chaos, ça génère du stress. Le média buyer va peut-être appuyer plus sur les campagnes qu'il ne devrait, donc avoir des moins bons résultats, il va baisser ses perfs, ça va générer du stress. Bref, situation chaotique et ça fait exploser tout le monde. Donc c'est très important de toujours mettre, je pense, en tout cas par rapport à votre business, mais ça c'est des choses qu'on a mis en place chez les studios, c'est de s'assurer que globalement tout le stress client, il y a un espèce de bouclier et qu'à aucun moment il doit venir perturber une osmose qu'il va y avoir dans une équipe. Donc ça veut dire c'est quoi ? C'est que globalement la personne qui est en front avec le client doit absorber tout le stress client, le digérer et le rendre de manière intelligible pour les équipes, sans créer une dose de stress supplémentaire et bouleverser une osmose au sein de l'équipe. Et ça, si vous arrivez à bien préserver cet équilibre-là entre le stress du client versus vos équipes, ça va vous permettre encore une fois de viser le long terme et de passer les moments les plus durs et surtout de garder vos meilleurs éléments. Donc à aucun moment, ne sacrifiez la pression, ne sacrifiez l'osmose de votre équipe aux dépens d'une satisfaction client. Point numéro 7, c'est ne pas se différencier. Globalement, on est à une époque, je pense, où tout le monde fait la même chose, en tout cas sur notre marché. Je veux dire, agence de génération de prospects sur le web. Tout le monde fait ça. C'est très facile de se lancer dans la plupart des business et que vous soyez freelance, indépendant, entrepreneur sur un marché X, Y, Z, ce qui va vous permettre, encore une fois, de réussir dans la durée, c'est la manière dont vous vous différenciez. Alors, parfois, on pense que se différencier, c'est faire plein de choses, mais la bonne différenciation, c'est de faire une chose, mais de le faire bien. Ça fera le point avec le point, ça fera le point avec le point numéro 8, c'est que se différencier, c'est juste trouver un axe sur lequel vous êtes meilleur que tout le monde et vous êtes les meilleurs. Donc je vous encourage à essayer de mettre sur papier quel est votre axe de différenciation et surtout l'axe de différenciation unique sur lequel vous souhaitez être les meilleurs. Nous, globalement, l'axe de différenciation de l'e-studio, c'est quoi ? C'est que
on souhaite fournir des prospects exclusifs en temps réel le plus possible issus de Google. On souhaite être l'agence de prospect numéro 1 de référence via Google Ads. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% du média qu'on achète est issu de Google Ads et on espère pouvoir faire les meilleurs prospects issus de Google. On ne dit pas qu'on va faire les meilleurs prospects du marché. Par contre, si un client vient nous voir en nous demandant « moi, je veux exclusivement du prospect Google Ads parce que j'ai déjà des agences qui font du mailing, du social ads, très bien. J'ai envie de profiter du levier Google Ads, j'ai envie de parler à l'acteur number one. » Et bien ça, c'est ce que Lead Studio cherche à faire dans tous ces aspects. C'est pas grand-chose, mais ça nous permet quand même de nous différencier et de continuer à croître versus un marché où quand même la durée de vie des agences de lead gen aujourd'hui, ça va rarement au-delà de 2 ans. C'est des exercices qu'on fait régulièrement et qu'on n'avait pas forcément conscience au début. Et donc, ça, c'est une des grosses leçons que j'en tire et que je vous partage. Se différencier, ça ne demande pas grand-chose souvent. Par contre, quand vous le faites, quand vous faites cet exercice-là, votre axe de différenciation doit être le cœur de vos actions, puisque vous devez être le meilleur sur cet axe de différenciation. Ça demande du temps. Et donc, il ne faut pas s'éparpiller et se concentrer que sur ça. Point numéro 8, du coup, c'est vouloir faire trop de choses en même temps. C'est globalement la métaphore du restaurant. Est-ce que vous préférez aller bouffer dans un restaurant qui fait un seul plat, globalement des sushis, ou aller bouffer dans un restaurant qui fait des sushis, des pizzas, des pâtes à l'italienne, de la cuisine française et je sais pas, des kebabs? Je pense que vous savez très bien que ce restaurant-là, globalement, il est médiocre partout. Il n'y a aucun plat qui sort de la masse et tout est dégueulasse. Donc on va tous aller globalement chez le restaurant qui fait bien un seul plat. Pour votre business, c'est pareil. Nous, on l'a beaucoup vu chez Lead Studio, devoir lancer plein de catégories, aller faire du lead sur différentes verticales, faire de la formation, faire du consulting, de l'accompagnement, du pilotage de compte. Quand on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, on a tout fait mais de manière médiocre. Et quand je vous dis qu'il faut se différencier et faire une chose mais le faire parfaitement, vouloir faire trop de choses, c'est la meilleure manière de tout faire de manière médiocre. Et je pense que c'est un peu le problème des agences aujourd'hui, qui est que globalement, elles sont standards partout, mais il n'y en a aucune qui est vraiment bonne dans une seule chose. Donc je ne peux que vous encourager dans votre business de vous dire, ok, c'est quoi l'axe number one que je dois faire et bien faire et me concentrer que sur ça. C'est extrêmement important. S'éparpiller, c'est quand même le meilleur moyen, encore une fois, je pense, aujourd'hui, d'exploser en vol et de couler votre boîte très prochainement, malheureusement. Point numéro 9, garder trop de clients toxiques. Parfois, on s'obstine à garder des clients qui n'apportent absolument rien de bien pour la boîte, si ce n'est une valeur économique. On en a besoin parfois, parce que je vous disais, un cash, faire semblant que le cash n'est pas important, c'est une des pires erreurs, mais en même temps, garder des clients toxiques qui foutent du stress, qui vous empêchent de vous concentrer sur les tâches de fond de votre boîte, qui stressent vos équipes et qui créent du chaos et qui prennent en otage votre boîte, peu importe à quel point le client est rentable, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et souvent, certes, parfois, ça demande une certaine perte économique et une certaine perte de valeur de virer des clients, mais nous, les meilleurs moves qu'on ait fait chez Lead Studio, notamment sur la lead gen, c'est de se débarrasser des clients qui nous polluaient, qui nous prenaient en otage, qui vous envoient 150 messages par jour, qui vous met une pression constante alors qu'elle n'a pas lieu d'être, qui sont impatients, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même philosophie que vous de l'entrepreneuriat, avec qui vous entendez tout simplement pas et qui, à chaque fois qu'ils vous envoient un message ou un mail, crée du stress. Ça, c'est vraiment des signaux faibles qu'il faut absolument que vous ayez en tête et que si c'est le cas, vous devez absolument virer votre client le plus vite possible, peu importe à quel point cela peut mettre en danger votre boîte. Pourquoi? Parce que tout le temps que vous allez gagner en dégageant ce client-là, vous allez pouvoir le récupérer à build des choses qui ont beaucoup plus d'impact à moyen terme. Certes, il faut serrer les fesses, mais vraiment garder des clients toxiques, je pense que c'est un des meilleurs moyens d'exploser. On l'a trop souvent vécu chez Lead Studio et aujourd'hui, ça nous a permis clairement de savoir exactement avec qui on veut travailler et pas travailler. Et dès qu'on sent qu'un client va être toxique ou un potentiel client va être toxique, en fait, on ne lui dit même pas oui, c'est non direct. Et ça nous a permis de garder beaucoup plus de calme et d'être encore debout à l'heure où je tourne cette vidéo et je l'espère encore de nombreuses années. Point numéro 10, ne pas faire l'exercice du why et des valeurs de votre boîte. Alors quand vous êtes tout seul, souvent vous avez un why intrinsèque et c'est pas forcément quelque chose qui est important. Par contre, à partir du moment où vous avez des équipes et que vous commencez à avoir une petite team dans votre projet, c'est essentiel de faire l'exercice du why, de définir la raison d'être de votre boîte, pourquoi vous faites ça, et surtout les valeurs de votre entreprise. Pourquoi? Parce que sur le long terme et sur
cette logique qu'entreprendre est un marathon, les personnes qui vont travailler pour vous, ils ne vont pas venir travailler pour un salaire à la fin, ils vont venir travailler pour une équipe, pour des valeurs et pour des projets qui les motivent. On l'a beaucoup vu, moi je l'ai beaucoup vu chez Lead Studio, c'est un marché, la lead gen, qui est très difficile, il y a beaucoup de hauts et de bas, il y a beaucoup de galères, et la raison pour laquelle mes équipes, et en tout cas mes plus fidèles partenaires ont toujours été là avec nous, c'est pas parce que on était les plus rentables ou je ne sais quoi, mais c'est parce qu'on avait un projet commun et des valeurs communes et une ambition commune de devenir l'agence de prospects numéro 1 sur le web, sur Google Ads. Et ça, c'est la clé. Je peux que vous encourager à écouter toutes les vidéos de Simon Sinek sur le why, de lire son bouquin sur les Infinite Games et comment créer des équipes dans votre boîte qui vont jouer justement ce jeu du marathon, du jeu infini, et pas être dans une logique de sprint. Et souvent, ça passe par la définition des valeurs de votre boîte, pourquoi votre boîte existe, c'est quoi ses valeurs, à qui elle s'adresse, quel problème elle résout, et c'est quoi son why intrinsèque. Ça, ne pas le faire, encore une fois, c'est dans les moments les plus durs, ça va être malheureusement, si vous n'avez pas fait cet exercice-là, une des raisons de plus pour que votre équipe se casse ou que votre projet meure. Il faut vraiment que vous ayez des why, un why strong pour votre boîte, et ça vous permet encore une fois d'affronter la tempête entrepreneuriale et toutes les tempêtes qui vous attendent. Point numéro 12, processiser trop vite. Une des phrases que j'adore, c'est do things that don't scale. Faire des choses qui ne scalent pas au début. Entreprendre, souvent, c'est une série d'évolutions, de questionnements, de juxtapositions, de business model et d'itérations qui fait que souvent mettre un cadre trop vite dans un chaos est le meilleur moyen de se planter. Je prends des exemples assez précis qu'on a eu chez Lead Studio, mais c'est par exemple pour vouloir automatiser la prospection sur HubSpot, prendre des CRM, faire des analyses ultra précises en termes de données, automatiser à fond la compta, les bilans financiers. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. On le fera le jour où on sera 100, 200 personnes. Mais en fait, processiser trop vite, c'est le meilleur moyen de se mettre des bâtons dans les roues, de ne pas mettre votre focus au bon endroit et surtout de créer des cadres qui, 1 mois ou 2 mois après, seront totalement périmés par rapport à la réalité de votre boîte et vers où elle a évolué. Donc en tout cas, si vous êtes une boîte assez jeune, ne processisez pas trop vite, faites des choses manuellement, do things that don't scale, et à partir du moment où vous avez vraiment une vraie stabilité, vous avez atteint votre market fit, vous êtes vraiment dans une phase de croissance, que vous recrutez beaucoup plus de personnes, la partie process devient essentielle. Mais vraiment, processiser trop vite, c'est le meilleur moyen de se planter. Et finalement, le point 13, c'est que au maximum, vous devez prendre du plaisir dans ce que vous faites et vous devez prendre du plaisir dans la création de votre boîte. Pourquoi ? Parce que créer une boîte, c'est plus que simplement un projet entrepreneurial. Souvent, ça fait partie d'une vie et que c'est long, c'est dur, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas ce founder market fit avec le produit, l'industrie, les clients, l'équipe avec qui vous bossez et que vous n'avez pas des pics de dopamine le matin quand vous vous levez et que vous allez bosser sur votre projet, c'est vraiment important de vous questionner, de vous remettre dans ce questionnement du why, pourquoi vous le faites, et surtout s'entêter dans des projets sur lesquels vous êtes peu à l'aise, vous êtes moins confiant, moins motivé. Évidemment, c'est le meilleur moyen de se planter et de partir en burn-out. Donc, ce point 13, c'est un peu la synthèse des 12 autres. C'est que malgré toutes les difficultés des 12 premiers points, vous devez prendre du plaisir à résoudre ces problèmes-là. Et clairement, c'est ce qui vous évitera de planter votre boîte dans les prochains mois, les prochaines années, de tomber en burn-out, je ne sais quoi. Prenez toujours du plaisir. Essayez toujours de vous questionner sur ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est du gut feeling, c'est de l'instinct, c'est de l'intuition. Mais ça vous portera toujours dans les moments les plus durs. Voilà mes 13 conseils pour planter votre boîte. Ou en tout cas, les solutions pour éviter de la planter. Si vous en envoyez un 14e, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'échanger là-dessus avec vous. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de me retrouver sur Insubmersible, sur Apple Podcast et sur Spotify. Je vous y partage du contenu de ce style pour vous donner envie de continuer votre aventure entrepreneuriale. Et si vous êtes dans le marché de la lead gen, rendez-vous sur leadstudio.fr. On se fera un plaisir de vous accompagner. C'était Thomas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.